En plein Noël 1985, les rues de New York furent témoins d'un crime qui allait secouer toute la nation. En pleine journée, devant un restaurant exclusif de Manhattan, l'un des parrains les plus puissants des États-Unis, Paul Castellano, fut exécuté avec une précision chirurgicale. Les médias débordèrent de théories, d'analyses et de rumeurs. Mais tous s'accordaient sur un seul point. Le nouveau maître du crime s'appelait John Gotti. Pendant près d'une décennie, son visage apparaîtrait sur plus de couvertures que celui du président. Charismatique, dangereux et défiant, il attirait les médias comme un aimant, faisait trembler les procureurs et devenait une légende vivante de l'autre côté de la loi. John Gotti naquit le 27 octobre 1940, au sein d'une famille modeste d'immigrants italo-américains. Son père, John Joseph Gotti Sr., était un homme absent, incapable de conserver un emploi stable et animé d'une dangereuse passion pour les paris. La misère marqua les jours d'enfance du petit John, cinquième d'une fratrie de 13 enfants. À la maison régnait la tension. Les cris étaient constants, et l'atmosphère familiale, loin d'être un refuge, était une source de chaos. Pour le jeune Gotti, la rue devint sa véritable école. Un territoire dominé par les voitures de luxe, les costumes italiens et des codes non écrits qui régissaient la vie des hommes les plus respectés du quartier. Les mafieux. Très tôt, il comprit une vérité brutale. La pauvreté ne se combat pas par le travail acharné, mais par le pouvoir. À 12 ans, il agissait déjà comme coursier pour les parrains locaux, un rôle modeste mais révélateur. Peu après, ces délits commencèrent à s'intensifier. Vol, extorsion, sabotage. Chaque acte le rapprochait d'un monde que beaucoup craignaient, mais qui, pour lui, était inévitable. En 1954, à 14 ans, son nom apparut pour la première fois dans un rapport de police. Il avait tenté de voler une bétonnière sur un chantier. Le coup fut un échec, mais il révéla une chose. Le jeune Gotti était prêt à prendre des risques. Avec le temps, ses activités gagnèrent en audace. À 16 ans, John avait quitté l'école et rejoint un gang de jeunes connus sous le nom de Fulton Rockaway Boys, spécialisé dans les vols et les cambriolages de voitures dans les rues du Queens. Mais l'important n'était pas le butin, c'était qui il connaissait. Là, il tissa des liens clés avec de futurs alliés de son empire criminel, comme Angelo Ruggiero et Willie Johnson, deux noms qui, des années plus tard, feraient partie du noyau dur de sa propre faction au sein de la mafia. Une nuit, Gotti et Willie reçurent un ordre simple mais révélateur. Passer à tabac un homme qui devait de l'argent à un mafieux local. Ils exécutèrent la tâche sans poser de questions. Cet acte de violence fut sa carte de visite. John venait de prouver qu'il savait obéir, exécuter et se taire. À partir de ce moment, il cessa d'être un simple gamin du quartier. Il avait attiré l'attention de la Cosa Nostra, et ainsi commençait sa véritable ascension. La mission accomplie de sang-froid fut son billet d'entrée. John Gotti n'était plus un petit criminel de rue. Il devenait un collaborateur officieux de la Cosa Nostra, et bien qu'il fût encore loin d'être intronisé officiellement, il évoluait déjà dans l'ombre du pouvoir mafieux. Entre 1957 et 1961, il fut arrêté 5 fois pour délits mineurs, vol, extorsion, agression, mais, à chaque fois, il parvint à éviter la condamnation. La loi semblait toujours arriver une seconde trop tard. En 1966, son ambition n'avait plus de frein. Il commença à diriger des braquages de camions chargés de marchandises provenant de l'aéroport JFK, à New York. Il connaissait bien le terrain, de nombreux employés de l'aéroport vivaient dans le même quartier que son équipe. Un groupe de plus en plus structuré sous les ordres du vétéran mafieux Carmine Fatico, capitaine de la famille Gambino. Les dettes de jeu ou prêts impayés poussaient plusieurs de ses employés à fournir des informations précieuses. Il suffisait d'un coup de téléphone pour savoir quel camion partirait avec une cargaison coûteuse et quelle route il emprunterait. Les bénéfices étaient énormes, mais un jour, la chance disparut. Lors d'un des vols, un chargement de robes de haute couture, une inspection de routine du FBI surprit Gotti et ses hommes en flagrant délit. C'était en 1968. Gotti fut condamné et passa 4 ans en prison. Mais, loin d'être une punition, ce séjour derrière les barreaux fut une étape supplémentaire dans sa formation criminelle.
Lorsqu'il sortit en 1972, il n'était plus le même. Il avait gagné du respect, des contacts et un nouveau rôle. Carmine Fatico, en conflit avec la justice, avait besoin d'un intermédiaire pour gérer ses affaires dans la rue. Il choisit John. Cette mission consolida Gotti comme figure montante de l'organisation. Et bientôt, il rencontrerait un homme qui changerait son destin. Agnello Nel Della Croce, le numéro 2 de la famille Gambino et l'un des mafieux les plus respectés de son époque. Della Croce vit en Gotti un diamant brut, loyal, agressif, ambitieux. À partir de ce moment, il devine son protecteur, son mentor et son tremplin vers le sommet. Pour John Gotti, qu'un homme comme Della Croce s'intéresse à lui était bien plus qu'un honneur. C'était la promesse d'une vie loin de la misère. Mais le moment ne pouvait être plus incertain. La famille avait gelé l'admission de nouveaux membres, ce qui signifiait que, officiellement, Gotti n'appartenait pas encore à la Cosa Nostra. Il devait continuer à prouver sa loyauté. Et l'occasion ne tarda pas à se présenter. L'un des neveux du légendaire Carlo Gambino, chef suprême de la famille, avait été enlevé et assassiné, malgré le paiement d'une rançon de $100,000. Une insulte, non seulement à une famille, mais à toute l'organisation. Della Croce jura vengeance. Avec l'approbation de Gambino, il confia à Gotti l'exécution du responsable. C'était une épreuve décisive. La réussir signifiait obtenir presque automatiquement sa place dans l'organisation. La cible était James McBratney, un criminel irlandais notoire. Gotti, accompagné de 2 hommes de confiance, le repéra dans un bar de Staten Island. Ils se firent passer pour des policiers et tentèrent de l'emmener discrètement. Mais McBratney résista. Une bagarre éclata et au milieu du chaos, il fut abattu sous les yeux de témoins. Cet assassinat marqua un tournant. La police ne tarda pas à relier Gotti au crime, surtout lorsqu'un détail inattendu fit surface. L'un de ses plus proches hommes, Willie Johnson, collaborait secrètement avec le FBI. En quelques semaines, Gotti et son associé, Angelo Ruggiero, furent inscrits sur la liste des criminels les plus recherchés. Il réussit à se cacher pendant plus d'1 an, mais sa chance finit par tomber à cause d'une trahison. Un nouvel avertissement provenant de Willie Johnson, l'informateur infiltré, permit au FBI de le localiser en mai 1974. Il fut arrêté dans un bar, alors qu'il partageait un verre avec un ami. Le coup judiciaire semblait inévitable, mais Carlo Gambino n'allait pas laisser tomber si facilement son fidèle exécuteur. En signe de gratitude pour le meurtre de McBratney, il engagea l'influent avocat new-yorkais Roy Cohn, figure redoutée aussi bien dans les tribunaux que dans les cercles politiques. Cohn parvint à faire réduire l'accusation de meurtre à homicide involontaire. Résultat, 2 ans de prison. Ironie du sort, une peine plus légère que celle reçue pour le vol d'un chargement de robe quelques années auparavant. Mais tandis que Gotti purgeait cette brève condamnation, dans les hautes sphères de la mafia, des mouvements allaient bouleverser l'équilibre du pouvoir. À la fin de 1976, Carlo Gambino mourut. Avant de s'éteindre, il désigna comme successeur Paul Castellano, un homme au profil d'homme d'affaires, méticuleux et ambitieux. Un choix qui ne fut pas bien accueilli par tous. L'ascension de Castellano divisa la famille Gambino en 2 grands blocs. D'un côté, les cols blancs, spécialisés dans les délits financiers et les opérations propres. De l'autre, les cols bleus, ceux qui se salissaient les mains dans la rue avec les paris illégaux, les extorsions et les règlements de compte. Gotti, en tant que protégé de Della Croce et homme d'action, appartenait au second groupe, celui qui regardait la nouvelle direction avec méfiance. Il savait que si Della Croce avait hérité du trône, son propre ascension aurait été inévitable. Mais tout n'était pas perdu. Le seul avantage qu'apporta la mort de Gambino fut que Castellano rouvrit le processus d'admission officielle dans la famille. Et, à sa sortie de prison, en 1977, John Gotti fut officiellement accepté dans la Cosa Nostra. Le chapitre suivant de sa vie criminelle était sur le point de commencer. Bien qu'il fît désormais partie officiellement de la famille Gambino, le nouvel ordre imposé par Castellano ne favorisait pas les hommes comme Gotti. Pour les cols blancs, les méthodes agressives du jeune mafieux étaient une relique d'une autre époque. Ses manières étaient jugées grossières, dangereuses, inutiles. Mais John avait un allié puissant. Neil Della Croce,
dont l'influence sur Castellano tenait en respect les détracteurs de Gotti. Pendant ce temps, John se préparait. Il savait que son moment n'était pas encore venu, mais que ce n'était qu'une question de temps. Cependant, tout s'accéléra de façon inattendue. Les erreurs commises par son cercle rapproché et les tensions croissantes entre factions allaient transformer une fragile trêve en une guerre interne non déclarée. À sa sortie de prison, Gotti reçut une mission clé: prendre temporairement la tête de l'équipe de Bergen en remplacement de Carmine Fatico, un vétéran faisant face à de nouvelles accusations judiciaires. Bien que son titre officiel fût « capitaine intérimaire », Gotti se comportait comme s'il détenait déjà le pouvoir absolu sur son territoire. Et, dans les faits, c'était bien le cas. À ses côtés, son inséparable Angelo Ruggiero agissait comme bras droit. Le noyau dur était complété par Gen Gotti, son frère, John Carneglia, Anthony Rampino et l'encore loyal Willie Johnson. D'autres membres de sa famille, comme Peter et Richard Gotti, occupaient des rôles secondaires au sein de l'équipe. Tous, ainsi que des dizaines d'associés de la zone du Queens, reversaient un pourcentage de leurs opérations à Gotti, ce qui lui permettait de se retirer de la rue. Il n'était plus nécessaire de participer directement au vol ou au braquage. Désormais, l'argent venait à lui. Sa nouvelle position ne l'éloignait pas seulement du crime de rue. Elle le rapprochait d'un pas du véritable pouvoir. Il savait que son moment n'était pas encore venu, mais que ce n'était qu'une question de temps. D'un délinquant ordinaire, Gotti était devenu un collecteur influent. Il percevait des pourcentages sur les maisons de jeu, les salles de paris illégales et les prêteurs clandestins. Et il destinait même une partie de ses gains à des affaires d'usure échappant au radar du fisc. Officiellement, il n'était qu'un simple employé d'une entreprise de plomberie et de chauffage. Mais personne ne croyait à cette façade. Et bien que l'argent entre abondamment, ce n'était pas suffisant pour alimenter le véritable vice de Gotti, les paris. Ses pertes mensuelles se chiffraient à des dizaines de milliers de dollars et dépassaient souvent ses revenus déclarés. La question flottait sur toutes les lèvres. Comment parvenait-il à couvrir ses dettes tout en subvenant aux besoins de sa femme et de ses enfants? La réponse était aussi scandaleuse que prévisible. Tout en proclamant publiquement son soutien à l'interdiction stricte de Paul Castellano sur le trafic de drogue, Gotti permettait et même encourageait son cercle le plus proche à s'adonner au narcotrafic. Et, bien sûr, il prélevait sa part des bénéfices. Presque tous les hommes de son équipe à Bergen étaient impliqués dans le commerce d'héroïne ou de cocaïne. Gene Gotti, John Carneglia, Angelo Ruggiero. Tous. Et, bien qu'il sache que les règles de la famille interdisaient formellement ce type d'activité, l'argent facile parlait plus fort que n'importe quel serment. La situation était intenable, et tôt ou tard, la vérité éclaterait. En 1983, les conséquences frappèrent à la porte. Une série d'écoutes téléphoniques révéla des conversations compromettantes de Ruggiero, où il parlait ouvertement de ses opérations avec l'héroïne. Peu après, Gene Gotti et Carneglia furent également arrêtés. La tempête approchait. Et bien que Gotti bénéficiait encore de la protection de Dela Croce, la tension avec la direction menée par Castellano était sur le point d'exploser. En temps normal, les enregistrements impliquant des hommes de Gotti dans le trafic de drogue auraient signifié une condamnation à mort immédiate au sein de l'organisation. C'était la règle de la Cosa Nostra. Mais Castellano, conscient qu'une sanction immédiate contre les hommes de Gotti pourrait déclencher un conflit ouvert avec Dela Croce, choisit de gagner du temps. La version officielle qui lui fut présentée avait été soigneusement élaborée. Selon les accusés, les bandes n'étaient pas une preuve. Elle montrait seulement Angelo Ruggiero, discutant de questions financières liées à son frère Salvatore déjà décédé, qui avait bien trafiqué de la drogue, mais ne faisait pas partie de la famille. Castellano, bien que sceptique, accepta de reporter le jugement interne. Sous la pression de Dela Croce, il promit de ne prendre aucune décision avant que les avocats de Ruggiero n'examinent les enregistrements dans leur intégralité. Cependant, l'accès à ces bandes fut retardé par des subtilités juridiques. Lorsque les enregistrements parvinrent enfin à Angelo, en 1984, une nouvelle excuse surgit. Il affirma que le contenu incluait des sujets personnels et délicats qui ne pouvaient être divulgués. Une manœuvre de plus pour éviter que Paul n'entende ce qui s'était réellement dit. Une fois encore,
De la Croce intervint en faveur des siens, persuadant Castellano de ne pas prendre de représailles immédiates. Mais le temps ne jouait pas seulement en faveur de Gotti. En parallèle, Castellano faisait face à des accusations fédérales sous la loi Rico. Sa priorité était d'éviter la prison, pas de déclencher une guerre interne. Et tandis qu'il se défendait face à la justice, la stratégie de temporisation de Gotti et de son entourage fonctionnait comme une bouée de sauvetage. Seules deux choses pouvaient maintenir cette trêve: que les procureurs réussissent à faire incarcérer Castellano, et que De la Croce, déjà gravement atteint d'un cancer, vive assez longtemps pour continuer à intercéder pour son protégé. C'était un équilibre fragile, et il était sur le point de se briser. La situation devint intenable à la mi-1985. Lors d'une audience préliminaire, les enregistrements des conversations de Ruggiero furent finalement rendus publics, et il n'y eut plus de doute. Il parlait explicitement de trafic d'héroïne. Pire encore, une partie de ce matériel fut intégrée au dossier de Paul Castellano, ce qui permit à ses avocats d'accéder aux bandes complètes. La vérité éclata. Les hommes de Gotti étaient compromis, et le seul rempart qui les protégeait de la vengeance directe de Castellano restait De la Croce, dont l'état de santé se dégradait rapidement. John le comprit avec une lucidité brutale. Lorsque Neil mourrait, il serait le prochain sur la liste. Il n'était plus un protégé, mais devenu un problème. C'est alors qu'il prit une décision définitive. Si on devait le tuer, il frapperait le premier. Peu à peu, il forma son noyau de conspirateurs. Les premiers à le rejoindre furent Sammy Gravano, Robert Di Bernardo et Frankie De Sico. À eux vint s'ajouter le capitaine Joe Harmon, tandis que le consigliere Joe Gallo, au lieu d'intervenir, préféra fermer les yeux. La conspiration ne nécessitait pas seulement des exécutants, mais aussi de la diplomatie. Gotti consulta les autres familles mafieuses de New York. 3 sur 5 ne s'opposèrent pas ouvertement à l'élimination de Castellano. Seuls les Genovese, dirigés par Vincent Chin Gigante, exprimèrent des réserves. Ils entretenaient des affaires communes avec Paul et une relation étroite. Mais pour Gotti, la voie était tracée. Pendant des mois, le groupe planifia chaque détail, sachant que la marge d'erreur était nulle. Le coup devait être rapide, précis et définitif. Il ne restait plus qu'à décider quand et comment exécuter le chef de la famille Gambino. La première idée était simple: remplacer le chauffeur habituel de Paul Castellano, Tommy Bilotti, par Frankie De Sico, et exécuter le coup pendant un trajet. Mais le plan fut écarté. Castellano ne monterait jamais dans une voiture s'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. D'autres propositions furent également rejetées. L'une suggérait de le tuer chez lui, une autre lors d'un transfert routinier. Toutes comportaient trop de variables. Puis, le temps s'épuisa. Au début de décembre 1985, Neil De la Croce mourut, et avec lui disparut la seule figure qui empêchait Castellano de prendre des représailles contre Gotti. Quelques jours seulement après, Paul commença à déplacer ses pièces. Il prévoyait de démanteler l'équipe de Bergen et de rétrograder Gotti au rang de soldat. C'était la première étape avant, discrètement, de l'éliminer définitivement. Gotti comprit qu'il n'avait plus que quelques jours devant lui. Puis arriva l'information qu'ils attendaient. Castellano convoqua lui-même une réunion avec De Sico pour le 16 décembre au restaurant Sparks, en plein Manhattan. Heure et lieu connus, public, prévisible, ironique, parfait. Le plan fut immédiatement lancé. Un groupe de 11 hommes fut assigné à l'opération. 4 seraient postés devant le restaurant, prêts à tirer. Les autres, dissimulés, à des points stratégiques pour bloquer toute issue. Mais le plan B ne serait pas nécessaire. À 17h26, Castellano arriva dans sa Lincoln noire. Lorsqu'il descendit de la voiture, accompagné de Bilotti, les coups de feu retentirent aussitôt. En quelques secondes, les 2 hommes gisaient morts sur le trottoir. Les tueurs se fondirent dans la foule avant que quiconque ne puisse réagir. Le patron était tombé, la famille était sans chef, et Gotti avait déjà sa place réservée au sommet. Avec Castellano hors jeu, Gotti n'avait plus à se soucier des représailles liées au trafic de drogue de ses hommes. Le plus grand obstacle avait été éliminé. Il ne restait plus qu'à prendre sa place. Son premier mouvement fut stratégique. Il demanda au consigliere Joe Gallo d'organiser une réunion avec tous les capitaines de la famille Gambino. Lors de cette rencontre,
Gotti précisa que l'enquête sur l'assassinat de Castellano était déjà en cours, mais qu'une nouvelle réunion aurait bientôt lieu pour élire le nouveau chef. En parallèle, il activa son deuxième mouvement. Il chargea Joe Harmon de parler personnellement avec chaque capitaine, un par un, en privé. Le message était clair. John Gotti prendra le contrôle, et quiconque s'y opposerait risquait d'entraîner toute la famille dans une guerre interne sanglante. Personne n'osa élever la voix. Quelques jours plus tard, lors d'une seconde réunion, John Gotti fut élu à l'unanimité nouveau chef de la famille Gambino. Frankie De Sico devint son sous-chef, et Joe Gallo resta consiglière. En quelques semaines, Gotti avait résolu les conflits qui menaçaient de le détruire, et il était devenu l'homme le plus puissant de la mafia new-yorkaise. Mais tout ne serait pas gloire, car, tandis qu'à l'intérieur de l'organisation, une nouvelle figure se consolidait, à l'extérieur, l'ennemi le plus dangereux qu'il affronterait de toute sa vie se préparait déjà à attaquer. Cet ennemi n'était autre que l'État. L'assassinat de Paul Castellano, que la presse baptisa rapidement l'incident de Sparks, fut plus qu'un règlement de compte. Ce fut un spectacle national. Et avec lui, naquit une figure médiatique sans précédent dans le crime organisé, John Gotti. Les médias new-yorkais, puis bientôt ceux de tout le pays, braquèrent leur attention sur lui comme s'il était une star de cinéma. Photographié sortant de restaurants, saluant depuis des voitures de luxe ou se rendant au tribunal dans des costumes sur mesure impeccables, le nouveau chef de la famille Gambino devint le visage du crime bénéficiant de plus de couverture que le président des États-Unis lui-même. Mais tandis que le public se fascinait pour son image, la justice avançait en silence. Même avant l'assassinat de Castellano, la procureure Diane Giacalone travaillait déjà sur une affaire contre Gotti au titre de la loi RICO. De plus, il faisait face à des accusations pour une agression commise dans la rue, un incident mineur, mais suffisant pour le faire comparaître. Les procès commencèrent au début de 1986, alors que l'écho médiatique du meurtre résonnait encore. Chaque audience était un véritable défilé. Des dizaines de journalistes se pressaient uniquement pour le voir entrer dans la salle, et Gotti ne les décevait jamais. Contrairement à d'autres mafieux qui fuyaient les projecteurs, lui les embrassait. Il marchait droit, élégant, serein, répondait aux questions comme un politicien en campagne. Et les gros titres l'adoraient. « C'est mon audience », dira-t-il plus tard. Laissez-les regarder. Mais derrière les applaudissements et les flashs, il y avait un autre public bien plus attentif. Des agents fédéraux, des procureurs et des juges. Et eux ne voulaient pas de spectacle. Ils voulaient des résultats. Gotti le savait. C'est pourquoi, tandis que la presse faisait de lui une figure de culte, il commençait à consolider son leadership au sein de la famille, réparant les fractures internes et assurant les loyautés. La guerre avec l'État ne faisait que commencer. Après son ascension au pouvoir, Gotti savait que le véritable défi n'était pas seulement de conserver son trône, mais aussi d'unir une famille fracturée depuis la mort de Carlo Gambino en 1976. Durant les premiers mois de 1986, il lança une offensive diplomatique interne. Il convoqua, un par un, tous les capitaines pour leur délivrer un message clair. Désormais, ils formaient une seule famille, et il n'y aurait pas de place pour les divisions. Puis, entre janvier et mai, il visita personnellement leurs clubs sociaux, cherchant à connaître leurs équipes, à montrer sa présence et à renforcer son autorité. À première vue, la stratégie semblait porter ses fruits. Les tensions consécutives à l'assassinat de Castellano semblaient s'apaiser, et l'ambiance au sein de l'organisation laissait entrevoir une possible unité. Mais ce n'était qu'une illusion. Ce climat de paix apparent ne fit qu'endormir la vigilance de Gotti, qui ne se rendit pas compte que, dans l'ombre, une nouvelle conspiration prenait forme. Cette fois, l'ennemi n'était ni un procureur, ni un journaliste, mais un vieil allié de son prédécesseur, Vincent Chin, Gigante, chef de la famille génovaise. Gigante, qui entretenait des liens étroits avec Castellano, n'accepta jamais le coup porté par Gotti. Et bien qu'à une autre époque, l'assassinat d'un chef aurait entraîné l'intervention directe de la commission la plus haute autorité mafieuse, à ce moment-là, tous les clans étaient trop occupés à affronter un ennemi bien plus grand, l'État. Sous la direction du procureur Rudolph Giuliani, les autorités fédérales avaient lancé en 1985 un processus sans précédent.
traduire simultanément en justice les chefs des 5 familles de New York sous la loi RICO. Le seul à y avoir échappé, pour cause de folie alléguée, était justement Gigante, qui voyait là l'occasion parfaite de venger la mort de son vieil ami Castellano et, en prime, de placer quelqu'un de plus malléable à la tête de la famille Gambino. C'est ainsi qu'il commença à former sa propre conspiration. Son premier allié fut le capitaine James Faya, un homme influent au sein des Gambino. L'objectif, éliminer Gotti et prendre le contrôle de l'intérieur. Faya accepta la proposition à une condition. Si Gotti tombait, il se porterait candidat au poste de nouveau chef et nommerait Daniel Marino, un autre conspirateur au rang de capitaine. Gigante prit en charge la partie sale. Il chercha de l'aide extérieure et la trouva auprès d'Anthony Gaspaipe Casso, un haut membre de la famille Lucchese. Ce fut Casso qui élabora le plan. L'idée était simple et létale. Placer une bombe dans le véhicule où Gotti devait rencontrer Faya et son... Mais quelque chose changea. Pour des raisons inconnues, John ne se rendit pas à la réunion. La voiture explosa, mais seul DeSico se trouvait à l'intérieur. Il mourut sur le chemin de l'hôpital. Gotti, indemne, resta stupéfait. Il ne comprenait pas encore qui voulait le tuer, mais il n'aurait pas le temps de faire son deuil, ni de spéculer. Les tribunaux le réclamaient à nouveau. 2 affaires restaient ouvertes contre lui. La première concernait une agression commise avant l'assassinat de Castellano. Selon la plainte, Gotti et un autre mafieux avaient frappé un homme lors d'une dispute dans la rue. Le plaignant se présenta à la police et Gotti fut immédiatement arrêté. Initialement, le témoin prévoyait de témoigner, mais la soudaine notoriété de Gotti en tant que chef mafieux, les unes de journaux et les rumeurs de représailles le firent changer d'avis. D'abord, les freins de sa camionnette lâchèrent. Puis, il remarqua que plusieurs hommes au physique intimidant le suivaient partout. Finalement, au moment du procès, il ne reconnut pas Gotti comme son agresseur. John fut acquitté de toutes les charges. Le lendemain, les gros titres se moquaient du système avec sarcasme. L'un d'eux résuma le sentiment général « J'ai oublié son visage ». Et ainsi, une fois de plus, Gotti quittait le tribunal en star. Mais la seconde affaire en cours n'était pas aussi facile à esquiver. Cette fois, la procureure Diane Giacalone tenait quelque chose de bien plus sérieux. Une affaire montée sous la loi RICO, un outil juridique conçu pour démanteler les organisations criminelles depuis leur sommet. La clé du RICO est simple, mais redoutable. On ne juge pas un crime isolé, mais l'appartenance à une structure criminelle et les actes commis au bénéfice de cette organisation, peu importe si l'accusé a donné l'ordre ou simplement exécuté. Si l'on prouve le schéma criminel au sein d'un réseau mafieux, les peines peuvent atteindre plusieurs décennies de prison. Giacalone disposait déjà de 2 pièces maîtresses, le vol de cargaison à l'aéroport et l'homicide de James McBratney. 2 crimes fédéraux commis des années plus tôt. Le défi, désormais, était de prouver que ces crimes n'étaient pas des actes isolés, mais faisaient partie de la machine de la famille Gambino. Si elle y parvenait, Gotti pouvait être condamné à la prison à perpétuité. Et pour aggraver encore la situation, l'un des accusés dans l'affaire Armand Delacrosse, fils du défunt, Neil décida de plaider coupable. Dans sa confession, il confirma l'existence formelle de la famille Gambino et de l'équipe de Bergen, dirigée par Gotti. Ce témoignage, à lui seul, ouvrait la porte légale pour relier officiellement Gotti à une organisation criminelle. Et cela changeait tout. Pour John Gotti, il ne suffirait plus d'intimider les témoins ou d'apparaître impeccable devant les caméras. L'affaire RICO n'était pas seulement un procès. C'était une guerre déclarée de l'État contre lui, et il le savait. Le témoignage d'Armand Delacrosse, confirmant formellement l'existence de la famille Gambino et de l'équipe de Bergen, fut un tournant. À partir de là, Gotti établit une règle inflexible. Personne, en aucune circonstance, ne devait admettre l'existence de l'organisation, ni devant un tribunal, ni dans des enregistrements, ni même dans des conversations privées. C'était une tentative désespérée de refermer la brèche légale que la loi RICO avait ouverte. Mais, au fond de lui, Gotti savait qu'il n'y avait plus moyen de gagner ce procès par des voies légales. Alors il fit ce qu'il savait le mieux, usèrent de l'intimidation. Il ordonna à ses hommes d'effrayer un témoin clé qui devait déposer contre lui. Mais le plan ne se déroula pas comme prévu. La pression fut si évidente que le témoin alla directement à la police.
L'affaire gagna encore en force lorsque les procureurs rappelèrent un autre procès antérieur où un témoin avait mystérieusement oublié l'identité de son agresseur. Face à ce schéma, la procureure Jack Alone demanda au juge de révoquer la liberté sous caution de Gotti, arguant d'un risque élevé de manipulation du procès. Et cette fois, le juge fut d'accord. John Gotti fut envoyé en détention préventive, en attendant un procès qui pouvait lui coûter jusqu'à 40 ans de sa vie. Depuis sa cellule, il réorganisa sa structure de pouvoir. Il nomma Joe Harmon comme nouveau sous-chef, en remplacement de Frankie DeSico, assassiné. Joe Gallo resta consiglière, et 2 capitaines de confiance, Sammy Gravano et Angelo Ruggiero, prirent en charge les affaires dans la rue. Mais rapidement, tous sauf un se retrouvèrent dans de graves ennuis judiciaires. Le seul à conserver un pouvoir réel, et qui finirait par diriger de facto l'organisation pendant l'incarcération de Gotti, fut Sammy the Bull Gravano. Et depuis la prison, Gotti commença à lui envoyer des ordres secrets avec un seul objectif: gagner la guerre depuis l'intérieur de sa cellule. L'intermédiaire clé était son frère Gene, qui lui rendait régulièrement visite en prison. Par son biais, Gotti transmettait des instructions directes à Sammy Gravano et à Frankie Locascio, un autre membre en pleine ascension qui occuperait un rôle central dans l'administration du nouveau régime Gambino. Le message était clair. La famille continuerait à fonctionner comme une machine bien huilée. Et lui, même derrière les barreaux, restait aux commandes. Cependant, cette fois, le plan de Gotti pour échapper au procès ne venait ni d'une stratégie brillante, ni d'un coup de maître juridique. Il arriva d'un endroit inattendu et corrompu. L'un des jurés du procès Rico, George Pape, avait été sélectionné pour faire partie du panel qui déciderait du sort du parrain mafieux. Mais, dès le départ, il n'avait aucune intention de rendre la justice. Pape avait des liens avec le chef des Westies, un gang irlandais opérant dans l'ouest de Manhattan et entretenant des affaires avec la famille Gambino. Grâce à ses connexions, il approcha les associés de Gotti avec une offre indécente: manipuler le verdict en échange d'argent. Gotti n'hésita pas. Il donna son feu vert. 60 000 $ changèrent de main, et le destin du procès aussi. En mars 1987, John Gotti fut acquitté de toutes les charges. Après 6 mois de procès, ce qui avait semblé être une procédure judiciaire rigoureuse s'avéra en réalité être une farce soigneusement orchestrée. Chaque fois qu'il entrait dans la salle d'audience, il le faisait avec une confiance absolue. Comme s'il savait, et il le savait, que le résultat était déjà écrit. La loi l'avait accusé avec toute sa force. Mais, une fois encore, Gotti ressortait par la grande porte, intouchable, inébranlable et plus populaire que jamais. Le verdict d'innocence ne libéra pas seulement Gotti. Il fit de lui une légende. Pendant le procès, la stratégie de la défense fut audacieuse. Au lieu de nier les crimes, ils attaquèrent directement la procureure Diane Giacalone, remettant en question ses méthodes, sa crédibilité et même ses motivations. C'était une guerre de récits, et l'opinion publique semblait avoir choisi son camp. Des journalistes venus de tout le pays et de l'étranger remplissaient chaque audience, transformant la procédure en un spectacle médiatique sans précédent. Les chroniques judiciaires se lisaient comme des romans, et chaque apparition publique de Gotti faisait la une. Il parlait peu, et toujours par l'intermédiaire de son avocat, Bruce Cutler, qui devint une sorte de porte-parole officieux du « nouveau Gotti », un homme poursuivi, non pour ses crimes, mais par le système, un martyr moderne, injustement diabolisé. La presse, fascinée, alimenta ce récit. Le procès fut couvert avec une telle intensité que certains le comparèrent au gros titre de la Seconde Guerre mondiale. En 1987, Time Magazine commanda à Andy Warhol un portrait de Gotti. Il le plaça en couverture. C'était officiel. John Gotti n'était plus seulement un parrain mafieux. Il était une star. Lorsqu'il quitta le tribunal, il fut ovationné comme s'il avait remporté un championnat du monde, acclamé par ses partisans, cerné par les caméras, applaudi dans la rue. Un véritable idole. Mais il ne le savait pas ou ne voulait pas le voir. Le prochain adversaire qu'il affronterait serait plus silencieux, plus méthodique et mortel. Un ennemi qui se préparait depuis des années à le faire tomber. Et cette fois, le téflon ne le sauverait pas. À ce moment-là,
John Gotti était le roi absolu du crime organisé aux États-Unis. Et il vivait comme tel. L'argent affluait de toutes parts. Paris, illégaux. Prêts usuraires. Extorsion. Ses subordonnés lui rapportaient des fortunes. Et avec cela, il pouvait s'offrir tout ce dont il avait rêvé. Enfant, luxe, respect, pouvoir et visibilité. Sa vie quotidienne était une routine de plaisir. Il se réveillait tard, passait par son club social, donnait des instructions, et le soir venu, se montrait dans les restaurants élégants de Manhattan, toujours impeccable, toujours accompagné. Ensuite, il prenait le bras de sa maîtresse et parcourait les clubs nocturnes les plus exclusifs de New York. Dans ces lieux, Gotti était traité comme une célébrité. Des acteurs comme Mickey Rourke, Anthony Quinn ou Jon Voight le saluaient avec admiration. Et il n'était pas rare de voir des sportifs ou des musiciens venir simplement pour lui serrer la main. Même des gens ordinaires s'approchaient avec respect. Ils voulaient le voir, le saluer, se sentir partie du mythe. Tout cela confirmait que sa stratégie médiatique avait fonctionné au-delà de ses propres attentes. Gotti n'était pas perçu comme un criminel. Il était un héros populaire. Une sorte de Robin des Bois en costume italien, l'homme qui s'était moqué du système et en était sorti victorieux. Et il en profitait. Il vivait pour le spectacle. Selon son bras droit, Sammy Gravano, Gotti lui confia un jour, dans un restaurant, que les personnes à la table voisine l'avaient observé toute la soirée. « Ce sont mon public, dit-il. Laisse-les regarder. Chaque apparition à la télévision, chaque couverture de magazine était une dose d'adoration qui le faisait se sentir invincible. Il accrocha l'une de ses couvertures, avec son visage, au mur de son club social. Mais tandis que la figure de Gotti brillait plus que jamais, certains, au sein même de son organisation, commençaient à se demander si une telle exposition ne les mettait pas en danger. L'inquiétude n'était pas anodine. Beaucoup de ses subordonnés étaient convaincus que la Cosa Nostra devait opérer dans l'ombre, sans caméra, sans gros titres, sans feu d'artifice. À leurs yeux, cette mise en lumière publique représentait une menace directe pour les affaires. Mais Gotti avait une autre vision. Il était persuadé que son image le protégeait. Son raisonnement. S'il parvenait à construire une perception positive auprès de l'opinion publique, les jurés seraient plus enclins à l'acquitter, comme cela s'était déjà produit dans le passé. C'est pourquoi il n'hésita pas à continuer de cultiver cette figure. Il organisa de grandes festivités avec feux d'artifice dans son quartier pour célébrer la fête de l'indépendance. Il arpentait les rues comme un leader civique et non comme un chef mafieux. Et cela fonctionnait. Dans la presse, Gotti apparaissait comme un citoyen élégant, éduqué, défenseur de l'ordre et même opposant au trafic de drogue. L'image publique qu'il construisait était diamétralement opposée à la réalité. Car en vérité, John Gotti était un criminel violent, impliqué dans de multiples meurtres et indirectement lié au trafic de drogue par l'intermédiaire de son cercle proche. Mais le public ne le voyait pas ainsi. Il voyait un idole, un symbole de défi, un mythe. Cependant, alors que des millions l'admiraient, d'autres commençaient à s'obséder pour lui dans un sens bien plus sombre. De la même façon que les célébrités attirent des fans inconditionnels, elles attirent aussi des déséquilibrés. Le premier de ces obsédés fut Jeffrey Ciccone, qui, à peine 1 mois et demi après l'acquittement de Gotti, tenta de l'assassiner devant son club social à Bergen. Gotti réussit à esquiver les balles en courant vers l'intérieur du bâtiment. Mais le message était clair. Son image, si puissante, avait commencé à se retourner contre lui. Après l'attentat manqué, l'agresseur, Jeffrey Ciccone, fut capturé par d'autres mafieux. Ils le battirent violemment, tentant de lui faire avouer qui l'avait envoyé. Mais ce qu'il déclara déconcerta tout le monde. Ciccone affirma qu'il avait été envoyé par Dieu, et que Jésus lui avait révélé que Gotti était le diable incarné, et que sa mission sur Terre était de l'éliminer. Aussi surréaliste que fut cet incident, il ne serait pas le dernier. Le déséquilibré suivant fut Michael McRae, un autre fanatique obsédé par la figure publique de Gotti. Cette fois, il ne tenta pas de le tuer avec une arme à feu, mais avec une bombe. Il plaça un explosif artisanal près de l'entrée du club social où le capot se réunissait. Par chance ou par manque de compétences, l'engin n'explosa pas, mais McRae ne renonça pas. Dans un tournant encore plus délirant,
Il écrivit une lettre à l'archevêque catholique de New York, revendiquant l'attentat et exigeant une rencontre avec Gotti, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous spirituel. La police localisa McRae peu après, dans une forêt du Tennessee, assis dans sa voiture, lisant la Bible et entouré d'armes. Lors de son interrogatoire, il répéta la même chose que Ciccone, que Gotti représentait le mal et qu'il devait être éliminé. Ces épisodes révélaient une vérité dérangeante. La popularité massive de Gotti avait dépassé les frontières du crime et de la justice, devenant un phénomène social, mais aussi un aimant à folie. Et tandis que certains l'idolâtraient et que d'autres voulaient le voir mort par obsession, un troisième groupe le considérait désormais comme une cible personnelle. L'État. Pour les procureurs, policiers et agents fédéraux, le succès médiatique de Gotti n'était pas seulement une humiliation professionnelle. C'était une provocation, une gifle directe à la crédibilité du système judiciaire. Sa dernière victoire en justice avait été une claque publique au gouvernement, et sa notoriété grandissante garantissait une ascension fulgurante à quiconque parviendrait à l'envoyer derrière les barreaux. Il ne s'agissait plus de justice. C'était une vendetta, et tous voulaient la mener à terme. L'État, blessé dans son orgueil, réagit comme une machine de guerre. Les agences fédérales et locales commencèrent à rivaliser comme des coureurs dans un marathon. Le FBI, la police de New York, la Strike Force contre le crime organisé et 2 parquets distincts de l'État se lancèrent dans une course effrénée avec un seul objectif, détruire John Gotti. Le seul désaccord était tactique. Certains voulaient agir immédiatement, comme dans une course de vitesse, tandis que d'autres préféraient bâtir un dossier indestructible, patient et létal. Comme un marathon. C'était comme la vieille fable du lièvre et de la tortue. Et, dans cette histoire, le lièvre s'appelait Ronald Goldstock. Goldstock dirigeait une unité spéciale contre le crime organisé. Entre 1985 et 1986, son équipe réussit à enregistrer des conversations de Gotti dans son club social de Bergen, où le capot parlait sans filtre de son implication dans la tentative d'assassinat d'un dirigeant syndical nommé John O'Connor. Goldstock apporta ces enregistrements au parquet du district Est, espérant une inculpation formelle. Mais le procureur Andy Maloney les jugea insuffisants et rejeta l'affaire. Loin de se décourager, Goldstock insista. En 1988, il obtint une confirmation clé. Un gangster irlandais, James McElroy, qui avait participé à l'attentat contre O'Connor, confirma les déclarations enregistrées. Cette fois, Goldstock ne retourna pas voir Maloney. Il alla directement voir le procureur du district de Manhattan, Robert Morgenthau, un vétéran doté de plus de volonté et de vision politique. Morgenthau releva le défi. L'affaire O'Connor fut rouverte. Et pour la première fois depuis des années, Gotti allait de nouveau s'asseoir sur le banc des accusés sans pouvoir contrôler le résultat avec un portefeuille ou un sourire devant les caméras. En janvier 1989, John Gotti fut arrêté pour la 3e fois en seulement 4 ans. Mais le schéma se répéta. Cette fois, il fut libéré après avoir payé une caution de $100 000. Il resterait libre pendant toute la phase préalable au procès. Le procès débuta en janvier 1990 et dura un peu plus d'1 mois. Et, contre toute attente, il se conclut par un nouvel acquittement. Le parquet ne parvint pas à soutenir son dossier. Les enregistrements obtenus dans le club de Bergen n'étaient pas suffisamment clairs, et le témoignage de James McElroy, affirmant avoir entendu que son gang avait agi sur ordre de Gotti, ne constituait pas une preuve directe. Le coup de grâce survint lorsque les avocats de la défense réussirent à appeler à la barre John O'Connor, lui-même la victime de l'attentat. À la barre, O'Connor nia savoir qui avait ordonné son assassinat et alla même jusqu'à exprimer des doutes sur l'implication de Gotti. Le procès s'effondra. Une fois de plus, Gotti ressortait blanchi, tandis que ses détracteurs tentaient de comprendre comment. Les tactiques rapides, comme celle du procureur Goldstock, avaient échoué de manière spectaculaire. Mais tandis que les caméras montraient le dôme de Téflon marchant triomphalement, la véritable menace se préparait lentement dans l'ombre. Car les coureurs de marathon, les agents du FBI, s'étaient infiltrés depuis des mois, observant, enregistrant et attendant le moment parfait. Leur objectif, le club Ravenite,
où Gotti avait installé son nouveau centre d'opération après l'assassinat de Delacroce. Ce que Gotti ignorait encore, c'est que désormais, ce n'était plus lui qui avait l'avantage. Pendant ce temps, un autre front s'ouvrait. Le conflit avec Vincent, Chin Gigante, chef de la famille genovese, qui lui avait déjà enlevé son allié Frankie De Sico lors d'un attentat à la bombe. Gotti ne comprit qui était derrière cette attaque qu'en 1987, lorsque des agents du FBI se présentèrent directement chez lui. Ils venaient l'avertir qu'un nouvel attentat contre sa vie était en préparation. Le filet se resserrait, et cette fois, ni l'argent, ni la gloire, ni le charisme ne suffiraient à le sauver. L'avertissement des agents fédéraux fut clair. Les Genovese prévoyaient d'assassiner John et Jane Gotti. Par protocole, le FBI devait l'en informer. Et c'est ce qu'ils firent, sans marge pour déclencher une guerre ouverte en se basant uniquement sur la parole des fédéraux. Gotti opta pour une diplomatie forcée. Aux côtés de Sammy Gravano, il demanda une rencontre avec Vincent Chin Gigante, chef des Genovese. Gigante, avec son habituelle ambiguïté, jura qu'il n'y aurait plus de tentative d'assassinat. Mais il mentait. Dans les années qui suivirent, sans toucher directement à Gotti, il élimina systématiquement ses hommes les plus proches. D'abord Eddie Lino, puis Bobby Borriello. Tous deux furent tués lors d'attentats exécutés avec une précision chirurgicale, sans que personne ne puisse relier ces meurtres à Gigante. La stratégie était claire. Isoler Gotti, affaiblir son entourage, et finalement l'éliminer sans laisser de traces. Et le pire pour John, c'est qu'il ne pouvait rien prouver. Sans preuve concrète, il ne pouvait déclarer la guerre sans violer les codes internes de la mafia. Ironiquement, l'ennemi qui finirait par le vaincre ne serait pas Gigante, mais un adversaire beaucoup plus méticuleux et patient, l'État. Peu après avoir pris la tête de la famille, Gotti avait transféré son quartier général au club social Ravenite, situé à Little Italy. Le même lieu utilisé par son mentor, Neil Delacroce. Gotti s'y rendait presque chaque jour et exigeait la même discipline de tous ses capitaines. Il voulait centraliser le pouvoir, tout contrôler personnellement. Mais cette habitude, qui renforçait son emprise sur la famille, fut un cadeau de Noël pour le FBI. Il n'avait désormais plus besoin de le poursuivre dans toute la ville. Ils pouvaient concentrer toute leur opération de surveillance en un seul point, le Ravenite, la nouvelle cage de verre du don de Téflon. Le club social Ravenite n'était pas seulement le centre de commandement de Gotti, c'était aussi le point de rassemblement de toute la structure de la famille Gambino, où l'on discutait affaires, loyauté et crimes. Pour le FBI, il ne restait plus qu'une tâche, placer des micros aux bons endroits et attendre. Au début, la surveillance fut externe. 5 véhicules banalisés suivaient les déplacements de Gotti dans la ville. S'il se déplaçait, les voitures se relayaient pour ne pas éveiller les soupçons. Ils utilisaient des déguisements permanents, de petites pannes mécaniques simulées comme un phare cassé pour justifier leur présence. Mais bientôt, ils remarquèrent quelque chose. John Gotti était totalement prévisible. Ses horaires étaient si stricts qu'on pouvait régler sa montre sur ses mouvements, toujours au même endroit, à la même heure. Cette routine le rendait vulnérable. Alors, le FBI cessa de le suivre dans toute la ville. Ils décidèrent de concentrer toutes leurs ressources sur l'environnement immédiat du club Ravenite. La difficulté venait du quartier. Little Italy était fidèle à la famille Gambino depuis l'époque de Delacroce, et tout visage inconnu y était rapidement repéré et signalé. Une surveillance dans la rue aurait été découverte immédiatement. Le FBI changea donc de tactique. Ils louèrent un appartement à 2 pâtés et demi du club, suffisamment loin pour éviter les soupçons, mais avec une vue directe sur l'entrée. De là, à l'aide de caméras haute puissance, ils filmaient chaque entrée et sortie, identifiaient tous les visiteurs et retraçaient les déplacements du cercle rapproché de Gotti. Ils n'avaient plus besoin de s'approcher physiquement. Le piège était en place. Avec le système de vidéosurveillance opérationnel, le FBI passa à l'étape suivante, installer des micros dissimulés. Le premier dispositif fut placé dans le club Ravenite lui-même. Mais le véritable trésor allait venir ensuite. L'un des nouveaux informateurs révéla une information cruciale. Les conversations importantes ne se tenaient pas dans le club, mais dans l'appartement situé juste au-dessus. Là vivait la veuve d'un ancien membre de la famille Gambino, et chaque fois que Gotti avait besoin de confidentialité,
Il suffisait de lui demander d'aller se promener. Convaincu que sa sécurité était assurée par la discrétion du lieu et la présence habituelle de la propriétaire, Gotti parlait en toute liberté. Ce qu'il ignorait, c'est que le FBI avait trouvé le moyen de placer des micros dans cet appartement également. Pour la première fois depuis longtemps, les autorités avaient une longueur d'avance, et elles ne mirent pas longtemps à en récolter les fruits. Les premiers enregistrements furent révélateurs. John Gotti ne parlait pas seulement beaucoup en public, il en disait beaucoup trop en privé. Alors que, dans la rue, il était perçu comme une figure mythique, dans ces conversations, le mythe commençait à s'effriter. Les agents écoutaient attentivement comment il donnait des ordres, parlait des membres de la famille, mentionnait des noms, des affaires et des conflits. Tout ce qu'il avait soigneusement évité de faire en public pendant des années, il le disait désormais sans filtre, persuadé d'être à l'abri. À chaque réunion enregistrée dans l'appartement, le FBI assemblait un dossier plus solide et plus létal. Et pendant ce temps, Gotti, aveuglé par sa propre image et ses victoires passées, continuait à réunir ses capitaines au même endroit, à la même heure, sans imaginer qu'il n'était plus le chasseur, mais la proie. John Gotti croyait avoir dupé le FBI avec sa cachette secrète, l'appartement discret au-dessus du club Ravenite. En réalité, tout ce qu'il y disait était soigneusement enregistré et allait le condamner. Gotti ne cessait jamais de parler. Il entrait confiant, s'asseyait et commençait à monologuer. Peu importait si ses interlocuteurs disaient peu ou rien. Il suffisait de lui-même pour s'auto-incriminer. Un exemple accablant fut l'une de ses discussions avec Frankie Locascio, où il parlait de la structure interne de la famille. Dans cette conversation, Gotti confirma tout. Il nomma Locascio comme son sous-chef, s'identifia comme le chef absolu et désigna Sammy Gravano comme son consigliere. En quelques minutes, il avait offert au FBI une carte hiérarchique complète de l'organisation. Et il ne s'arrêta pas là. Il confia à Locascio combien il était difficile de prendre des décisions au sein de la famille, reconnut le mécontentement de plusieurs membres, et, à un moment, frôla l'aveu d'un des crimes les plus notoires de sa carrière, l'assassinat de Paul Castellano. Il le fit de manière rhétorique, provocatrice. Qui peut me défier? Qui pourrait me descendre comme je l'ai fait avec l'autre? Une allusion claire, et elle fut enregistrée. Ensuite, le sujet changea brusquement. Gotti commença à se plaindre de Gravano, affirmant qu'il gagnait trop d'argent et qu'il commençait à le comparer à Castellano, qu'il accusait d'avoir vendu la famille pour une affaire dans le bâtiment. Locascio tenta de calmer les choses, suggérant qu'il pourrait parler directement à Gravano. Mais Gotti refusa. Il préféra continuer à se défouler, sans savoir que chaque mot était enregistré. Mot pour mot, bande après bande, le Don de Téflon écrivait sa propre condamnation. Frankie Locascio avait essayé de raisonner avec lui. Il proposa de discuter directement avec Sammy Gravano pour clarifier les tensions. Mais Gotti écarta l'idée. « Je le ferai un autre jour », dit-il, et continua à parler, seul. Il revint sur le même sujet, mais sous un autre angle. Il assura qu'il pourrait devenir multimillionnaire s'il le voulait. Mais qu'à la différence de Gravano, il n'était pas obsédé par l'argent et ne voulait pas devenir un magnat de la construction. Après cette diatribe sur la cupidité, il se plaignit du poids de sa propre vie. Il déclara que le monde entier s'était ligué contre lui, que les procureurs qu'il avait poursuivis dans l'affaire O'Connor ne s'arrêteraient pas avant de le voir derrière les barreaux. Mais soudain, son ton changeait. Il se lançait dans des louanges personnelles, affirmant qu'il pouvait surmonter toute attaque, qu'il n'irait jamais en prison, qu'il était invincible. Le FBI écoutait ses contradictions avec une attention chirurgicale. Et puis, presque sans s'en rendre compte, Gotti lâchait ce qu'ils attendaient. Il mentionna qui lui remettait de l'argent, combien il gagnait, et comment il tentait d'échapper à une procédure fiscale. Rien que cette conversation suffisait à ouvrir un nouveau dossier judiciaire. Mais le FBI en voulait plus. Pas seulement une accusation. Il voulait un coup définitif. Alors, ils continuèrent d'écouter. Et ce fut la bonne décision. Dans les semaines suivantes, Gotti fut enregistré en train de parler ouvertement de son rôle au sein de la Cosa Nostra, évoquant les cérémonies d'initiation de nouveaux membres et, plus grave encore, confessant son implication directe dans au moins 3 meurtres, ainsi que sa participation aux jeux illégaux. Comme si cela ne suffisait pas, les enregistrements révélaient également ses contacts au sein de la police.
ainsi que la collaboration directe de son avocat de toujours avec la famille Gambino. Pour le FBI, tout était enfin sur la table. La chute du Don de Téflon n'était plus une possibilité. C'était une question de temps. Avec ses enregistrements en main, le FBI possédait enfin tout le nécessaire pour monter son dossier. Mais ce qui semblait être l'acte final se transforma, pendant un temps, en bataille bureaucratique. Deux parquets se disputaient l'honneur de faire tomber l'homme le plus insaisissable de la mafia moderne. D'un côté, le parquet du district Est, qui avait mené une grande partie de l'enquête. De l'autre, celui du district Sud de New York, qui détenait un atout majeur, le témoignage de Phil Leonetti, un mafieux de haut rang, affirmant que Gotti lui avait avoué en privé son implication directe dans l'assassinat de Paul Castellano. Les deux voulaient s'approprier l'affaire, non pas par pur souci de justice, mais parce qu'emprisonner John Gotti signifiait prestige, promotion, pouvoir politique. Le conflit fut tel qu'une autorité supérieure dut intervenir. La solution, fusionner les deux enquêtes en une seule grande affaire sous la loi RICO et unir les forces pour garantir une condamnation. Une fois les procédures légales réglées, le FBI obtint le feu vert pour agir. L'opération finale était prête. Ils choisirent de frapper là où tout avait commencé et où Gotti se sentait invulnérable. Le club social Ravenite. Le 10 décembre 1990, les agents attendirent que les trois principaux dirigeants de la famille s'y retrouvent. John Gotti, Sammy Gravano et Frankie Locascio. La seule complication fut la disparition temporaire de Gravano, ce qui retarda légèrement l'action. Au départ, Gotti lui avait ordonné de fuir. Puis, les plans changèrent. Gravano revint à New York. Ce jour-là, il entra au Ravenite sans savoir qu'il marchait droit dans un piège. En quelques minutes, les trois hommes furent arrêtés par des agents fédéraux. Ce soir-là, le pouvoir de la famille Gambino fut démantelé dans le silence, sans un seul coup de feu. Les trois furent transférés en prison, où ils resteraient jusqu'à l'audience de mise en liberté sous caution de Gotti, le 20 et en décembre 1990. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Le procès décisif débuta en force. Dans la salle d'audience, le gouvernement diffusa les enregistrements réalisés dans l'appartement au-dessus du club Ravenite. On y entendait non seulement Gotti parler de meurtre, de hiérarchie mafieuse et de pots de vin, mais aussi se plaindre et accuser son propre numéro 2, Sammy Gravano. En plus de le traiter d'avidité, Gotti allait plus loin. Il le désignait comme celui qui l'avait obligé à ordonner des meurtres. Une stratégie d'autoprotection qui, sans qu'il le sache, allait allumer l'étincelle scellant son destin. Sammy Gravano, jusque-là resté loyal du moins en apparence, écouta ses bandes lors de l'audience de mise en liberté sous caution. Ce qu'il entendit ne fut pas seulement une trahison, mais une menace directe. Gotti cherchait à lui faire porter le chapeau, à en faire un bouc émissaire. Pour Gravano, la décision fut presque immédiate. Quelques mois plus tard, le 24 octobre 1991, Sammy the Bull Gravano proposa sa coopération au FBI. Il deviendrait un témoin protégé du gouvernement et le premier membre de si haut rang de la famille Gambino à briser le serment de silence. Pour Gotti, ce fut le coup le plus dévastateur de toute sa carrière criminelle. Il ne suffisait plus de manipuler la presse, ni de se présenter comme une victime du système. Il devait désormais affronter quelqu'un qui connaissait tous ses secrets et qui était prêt à les révéler un par un. Comme on pouvait s'y attendre, le cirque médiatique explosa à nouveau. Figures publiques, avocats de la défense et admirateurs se mirent à parler de l'obsession supposée de l'État envers Gotti, de l'injustice du procès, d'une véritable chasse aux sorcières. Même les plus petits gestes de charité de John faisaient la une, comme si cela pouvait influencer la balance. Mais cette fois, le poids des preuves était écrasant. Ni le charisme, ni l'image de martyr, ni l'aura de Robin des Bois ne pourraient le sauver du procès le plus important de sa vie. Pourtant, Gotti ne renonça pas à son spectacle. Chaque bonne action de sa part, aussi minime, soit-elle été transformée en gros titre. Lorsqu'il apprit qu'un enfant atteint d'une maladie incurable s'était fait voler son chien, il ordonna qu'on lui en offre un autre. L'histoire fit la une de tous les médias. Quand une église perdit une urne sacrée, ces hommes se mobilisèrent pour la retrouver, et Gotti s'assura que le geste est une couverture télévisée. Des célébrités se rendaient au tribunal pour lui apporter leur soutien. Le boxeur Ronaldo Snipes,
l'activiste Roy Innis, les acteurs Mickey Rourke, Anthony Quinn, John Amos et même l'humoriste Al Lewis. Tous s'alignaient sur le mythe de l'homme persécuté par un système corrompu. Et il n'y avait pas que. Des centaines de personnes ordinaires entouraient le palais de justice, pancartes et cris à la main, avec une dévotion digne d'un public assistant au procès d'une idole déchue, non celui d'un chef mafieux accusé de multiples meurtres. Mais à l'intérieur de la salle, la réalité était tout autre. Sammy Gravano commença à témoigner, et à chaque mot, l'aura de Gotti s'effritait. Il raconta comment il avait pris le pouvoir en assassinant Paul Castellano, comment il avait organisé des exécutions, blanchi de l'argent, orchestré des extorsions et expliqué le fonctionnement interne de la famille Gambino avec une froideur chirurgicale. Les rumeurs contre Gravano qu'il était toxicomane, violent, voire instable ne suffirent pas à discréditer ses paroles, car elles étaient appuyées par quelque chose de plus fort que n'importe quel témoignage. Les enregistrements de Gotti lui-même au Ravenite. Pour le jury, il ne restait plus de doute. John Gotti fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. La loi, qui pendant des années semblait glisser sur lui comme sur du téflon, l'avait finalement rattrapé. Et pourtant, même à cet instant, le don de téflon refusa de disparaître sans laisser sa marque. À l'extérieur du tribunal, le verdict tomba comme une bombe. Des centaines de partisans, dont beaucoup étaient des habitants des quartiers où Gotti avait bâti son empire, se rassemblèrent dès qu'ils apprirent qu'il avait été condamné à la prison à perpétuité. Guidés par des haut-parleurs, ils commencèrent à scander « Libérez John Gotti ». Quelques minutes plus tard, les chants se transformèrent en bousculade, en coups portés aux voitures de patrouille, puis en affrontement ouvert avec la police, une sorte d'émeute urbaine spontanée. Le dernier éclat d'une étoile qui refusait de s'éteindre sans fracas, car Gotti avait toujours été cela, un criminel prêt à tout détruire pour rester sous les projecteurs. Il entra en prison en 1992. Il fut envoyé à l'isolement, coupé du contact avec les autres détenus et, pire encore pour lui, de son public adoré. Il ne lui restait que les visites familiales et des centaines de lettres d'admirateurs du monde entier, qui continuaient de le voir comme un symbole, un rebelle, une icône. Il tenta de rester actif. Il faisait de l'exercice, lisait, écrivait. Mais, avec le temps, il commença à s'éteindre. En 1998, on lui diagnostiqua un cancer de la gorge. Ironie poétique. Il perdit la voie qu'il avait menée si loin et qu'il avait aussi condamnée. John Gotti mourut en juin 2002, à l'hôpital pénitentiaire. Il mourut sans pouvoir parler, sans public, sans pouvoir regarder la caméra. Et voici l'histoire de John Gotti, un récit qui montre crûment ce qui arrive lorsqu'un criminel choisit de ne pas se cacher dans l'ombre, mais de briller sous les projecteurs, et finit, inévitablement, brûlé par sa propre lumière. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. La vie de John Gotti est l'un des chapitres les plus marquants du crime organisé aux États-Unis. Un récit où le pouvoir, la violence et la vanité s'entrelacent jusqu'à former un mythe qui finit par payer le prix de sa propre exposition. Si ce contenu vous a intéressé, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires sur le côté obscur du pouvoir et les figures qui ont marqué l'histoire depuis les coulisses. Laissez-nous un commentaire. John Gotti fut-il un symbole de défi ou simplement un criminel bénéficiant d'une bonne presse? Et si vous souhaitez nous soutenir pour continuer à produire ce type de contenu, activez la cloche, partagez la vidéo et rejoignez notre communauté. À très bientôt pour un prochain documentaire.